Alors, bienvenue tout le monde. Merci d'être là. Merci à celles et à ceux qui sont ici en présence et à vous qui vous êtes connectés. On n'a pas d'annonce aujourd'hui, mais on va commencer direct avec l'intervention de Jean-François. Bien, merci beaucoup à toutes et à tous, ici sur place en ligne. Et bienvenue. Nous avons le plaisir d'accueillir Jean-François Bourdon, d'accueillir. Il est toujours là. Donc, c'est lui qui nous accueille au fond. Pourquoi? Parce que Jean-François, déjà, il était pendant de nombreuses années co-responsable de ce séminaire. Il y participe depuis très, très longtemps. Donc, ça doit être son 40e intervention dans ce séminaire, à peu près, ou plus. Donc, voilà. Et c'est très agréable de présenter Jean-François, d'abord parce que c'est un ami de longue date de la sémétique et des séméticiens, mais aussi parce que Jean-François, il a, comme vous le savez, tous et toutes, il a une pensée sémétique très originale qui se distingue vraiment beaucoup de la plupart de nos collègues, nous tous. Il a construit vraiment une œuvre très particulière dans les relations politiques structuralistes, bien entendu, mais aussi la sémétique persienne et la phénoménologie, avec le problème consacré à la question de l'iconicité, à la question de la perception, qui ont donné lieu à des travaux très importants qui ont inspiré de nombreux travaux de de la communauté sémitique. Je cite juste quelques ouvrages de Jean-François. Son premier ouvrage, Descartes cherche sur les contraintes sémiotiques de la pensée discursive, que je vois encore aujourd'hui cité dans des travaux de jeunes sémioticiens, c'est vraiment cité. L'iconicité et ses images, qui est aussi très important. Image et vérité, et c'est sur les dimensions iconiques de la connaissance. Et tout à l'heure, on parlait, il y a un nouvel ouvrage en cours qui paraîtra bientôt et dont le titre serait Métaphysique, métaphysique des images. Voilà. Donc aujourd'hui, il est professeur émérite à l'Université de Limoges. Et le titre de son intervention aujourd'hui, c'est Le stéréotype, ses conditions et ses apories. Et là, je vais partager son PowerPoint. Voilà. C'est la première. Ah, voilà. Voilà. À toi la parole, Jean-François. Merci. Merci pour ta présentation généreuse. Alors, en effet, ça fait assez longtemps que je parle dans ce séminaire. Et peut-être tout le monde ne sait pas ici que ce séminaire est la suite ou la continuation du séminaire de Grémas, qui a été ensuite repris par diverses personnes, enfin, par Jacques Fontagny en particulier, mais par Denis Bertrand et moi aussi, etc. C'est une longue histoire et c'est un peu un séminaire dans lequel on a toujours plus ou moins l'impression qu'on est un ancien séminaire de passer quelque sorte sa thèse ou une épreuve. Il y a la statue du commandeur qui est toujours un peu là dans ce séminaire. Donc voilà. Alors, donc le stéréotype, conditions et apories. Bon, la question du stéréotype a été introduite pour des raisons qui tenaient probablement aussi à la question de l'intelligence artificielle. C'est pourtant pas du tout de ça dont je vais parler. Je vais essayer, dans une première partie, de donner un aperçu, disons, anthropologique de la question du stéréotype, sémiotique, bien sûr, totalement sémiotique, si vous voulez, mais qui, à la fin, finira par se situer à l'intérieur d'une conception que j'emprunte
à Mary Douglas, qui est une anthropologue anglaise, et qui a beaucoup fait pour des choses comme la question des institutions, choses comme ça. Dans une deuxième partie, je me pencherai plutôt sur le problème qui m'est apparu dans tout le cheminement que j'ai fait autour de cette notion un peu bizarre, qui est que le stéréotype comprend le stéréotype présente une certaine difficulté, une certaine aporie, qui fait qu'il est assez difficile à définir et finalement difficile à situer. Bon, pour traiter de cette aporie, j'utiliserai des notations, ce n'est pas des formalismes, plutôt des notations que j'emprunterai à René Thom et qui vont tout à fait dans l'esprit de diverses recherches que j'ai pu faire sur le néoplatonisme et dont Thom s'inspire d'une façon qui m'a beaucoup intéressé. Donc ça n'a rien à voir avec la théorie des catastrophes, c'est autre chose. Alors, il y a un déploiement du stéréotype, c'est-à-dire que le stéréotype a une histoire, et cette histoire, eh bien, c'est un cours de vie en quelque sorte, qui est compliqué bien sûr, mais enfin, à côté, disons, de cette pragmatique, il y a aussi une paradigmatique par laquelle je commencerai. Il y a aussi, mais ça sera juste une petite notation, il y a un côté psychiatrique au stéréotype, dans les sémiotiques ou les sémiologies plutôt psychiatriques, on trouve beaucoup de remarques sur les stéréotypes. Alors j'emprunterai bien sûr mes connaissances tout à fait nulles à un auteur qui est un psychiatre décédé des jeunes, mais qui a attiré mon attention parce que lui aussi précisément s'est intéressé au néoplatonisme. Et il a fait un article très intéressant dans la revue Cora sur Plotin et Lacan. Alors, comme moi-même, j'ai écrit un article sur Plotin et Grémars, je pense que normalement, comme à peu près dans la même façon de réfléchir. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un stéréotype? D'abord, on peut dire que c'est la répétition de quelque chose que l'on juge en général assez banal, d'un aspect négatif. Et de ce fait, il y a beaucoup de termes qui peuvent apparaître comme des parasynonymes, disons, banalité, cliché, lieu commun, poncif, truisme. Mais ce qui m'a paru le plus intéressant, au fond, peut-être dans cette liste, c'est que on peut raisonnablement y ajouter la tautologie. La tautologie se prête aisément aux stéréotypes. Hein, les tautologies du genre une femme est une femme, à la guerre comme à la guerre. Ou encore Dieu est Dieu, par exemple. Barthes s'était penché sur cette expression Dieu est Dieu. Donc, qu'est-ce que ça prouve? Ça nous attire notre attention sur le fait que les stéréotypes a tendance à présenter un certain caractère d'évidence. C'est-à-dire, celui qui l'utilise comme, au fond, une catégorie du sens commun. Catégorie du sens commun. Alors, ceci dit, le stéréotype a évidemment une certaine profondeur sémantique. Son sens est absolument inépuisable. Et justement, du fait même qu'il a une histoire. Alors, cette histoire, c'est
comment devient-on un stéréotype? Comment un énoncé, un mot, une phrase devient stéréotypé? Alors, bien sûr qu'il y a une répétition, mais pour que quelque chose soit répété, il faut nécessairement que ça commence par quelque chose de fortement prégnant. Un mot, une phrase, une expression figée ne peuvent devenir des stéréotypes que s'ils sont d'emblée frappants, prégnants, de telle sorte qu'on ait envie de les répéter. Peu à peu, la répétition augmente, puis devient de plus en plus banale. Là commence le stéréotype. Il perd peu à peu son pouvoir d'efficience. C'est-à-dire qu'il y a un devenir stéréotype. Donc une chose n'est pas un stéréotype n'importe quand, n'importe comment. Il faut qu'elle suive une certaine dynamique. Alors, comment représenter une dynamique? Je pense que pour ce qui est de ce cas particulier, je pense qu'il est assez intéressant de se représenter la dynamique comme, disons, la morphologie d'un déploiement. C'est-à-dire, par exemple, on peut donner ça figurativement, on peut le faire évidemment abstraitement, mais on peut le donner figurativement, comme par exemple le cours d'un fleuve. Quelque chose commence, se déploie de multiples façons, rencontre des obstacles, des courants contraires. Et puis, peu à peu, eh bien, il y a des destin qui, les stéréotypes finissent en général d'une façon assez fréquente dans ce qu'on peut appeler une langue de bois. La langue de bois, c'est un peu le destin du stéréotype. Bon. Alors, ce parcours est relativement complexe et les stéréotypes, dans leur forme propre, sont en général des choses assez courtes, difficiles à paraphraser. Et il a une forme unitaire, en ce sens que on peut guère paraphraser quelque chose qui n'aurait pas une unité propre. Il faut donc que ça soit à la fois simple et possible à redire, donc reconnaissable comme étant la même chose, et comme ayant une sorte de vertu stabilisatrice, un point fixe en quelque chose. Quelque chose comme une institution qui traversait le discours, une sorte de convention. Ou encore, pour dire la même chose autrement, une chose qui va de soi. Donc, quelque chose qui se rapporte du sens commun. Le sens commun serait donc probablement, disons, le fond sémantique, du stéréotype. On aurait pu aussi représenter le stéréotype par un diagramme. Et on formalise le parcours, les accidents, comme j'ai préféré, comme souvent une forme figurative. Alors, puisque ça ressemble au sens commun, il faut dire aussi que souvent, le stéréotype se rapporte à des sémantiques fondamentales. Comme par exemple la vie et la mort, la nature et la culture, que l'usage finit par user, par dévaloriser. Alors, leur réfléchissement suscite diverses procédures, comme par exemple la transgression ou l'inversion. C'est une tendance, on dit un stéréotype, quelqu'un dit un stéréotype, un autre personnage vient le transgresser, l'inverser. Par exemple, Fidel Escola a proposé d'aller au-delà de la nature et de la culture. C'est une transgression.
Michel Foucault a retourné la formule de Clausewitz qui était devenue banale. La guerre est la condition de la politique par d'autres moyens, en la politique et la continuation de la guerre par d'autres moyens. Donc, il inverse. L'inversion est une figure rhétorique qui fait apparaître le stéréotype comme tel. Il associe souvent un trait d'humour, par exemple Oscar Wilde, qui a souvent fait ce genre d'inversion de stéréotypes, a pu écrire Le travail et la plaie des classes qui boivent, par exemple. L'humour est donc essentiel à la lutte contre le stéréotype. La raison sans doute dans l'état passionnel qui engendre le stéréotype. Il est triste, il fait rire par contre, parce qu'il est dans la mesure même où il est triste. Et il ressemble toujours, il tend toujours vers un apaisement, une langue de bois, donc je l'ai déjà dit. En ce sens, le stéréotype est le destin d'une innovation. Une invention, une perspective, par exemple, picturale, tend à devenir quelque chose comme un pur exercice. Et puis, ça devient un espace ludique, par exemple au XVIIe siècle. Je parle là des schémas de la perspective, l'inversion de la perspective. Elle devient quelque chose de ludique avec les anamorphoses, par exemple, au XVIIe. Puis enfin, une sorte de stéréotype que les peintres ont tendance à abandonner aux amateurs, par exemple, aux peintres du dimanche. On pourrait dire donc que toute innovation a pour destin de se terminer en stéréotype. Ce point est manifeste dans le domaine de la mode, par exemple, et de l'esthétique. La dynamique du stéréotype n'est donc pas celle du récit, parce que le stéréotype, comme contrairement au récit, n'est pas un processus d'homostasie. C'est une logique de la perte, de l'épuisement. Mais il se peut qu'un stéréotype soit réactivé. Par exemple, il y a beaucoup de stéréotypes picturaux, iconiques, qui sont réactivés dans la publicité, par exemple. La répétition suppose donc que quelque chose a déjà été dit. Il se révèle que les choses douées d'une unité relativement simple, l'unité présupposée, je reviendrai sur l'unité du stéréotype, parce que ça fait partie de son aporie. Et donc, un texte qui est pris chez un écrivain, par exemple, ne peut être répété au même sens que l'est un stéréotype. S'il est, c'est une citation et non un stéréotype. Même si, par exemple, Borges a pu rêver de réécrire tel quel Don Quichotte, par exemple. En ce sens, le stéréotype est une apparence qui cache la véritable identité. Il a un prototype, un idéal type, qui se trouve imité, reproduit. Le type est idéal, en ce sens qu'il n'est jamais totalement réalisé. Le stéréotype peut être l'image d'un type jamais vraiment. Par exemple, un personnage stéréotype chez Balzac, le banquier, le cabaretier, etc. On pourrait dire que une des fonctions du stéréotype, c'est de tendre vers le rôle thématique. Mais il y a aussi des situations stéréotypes. Par exemple, les repas chez Flaubert ou chez Zola. Alors, donc, ces relatives approximations, il est certain que la prégnance initiale, sa suite dans le discours, demande une direction d'interprétation. Comment ce que je viens de décrire, pourquoi ce que je viens de décrire est-il au fond un stéréotype? Alors, ma première idée sur ce point, c'est de dire, pour qu'un stéréotype soit tel,
il y a deux conditions. La première condition, c'est que celui qui le prononce ne se rend pas vraiment compte qu'il s'agit pour un autre d'un stéréotype. Le stéréotype est donc un conflit d'interprétation, suppose un conflit d'interprétation. Et ce conflit d'interprétation, on peut le comprendre comme un conflit de légitimité. Pourquoi un conflit de légitimité? Je prends légitimité là au sens que tu as appris chez Max Weber, la légitimité de l'homme politique. Pourquoi un conflit de légitimité? Eh bien, si je pense à un écrivain qui, comme Flaubert par exemple, comme Balzac, qui, comme d'autres, qui font beaucoup dire des stéréotypes à leurs personnages, il va de soi que eux-mêmes ne prennent pas à leur compte les stéréotypes, pas plus que les personnages ne les prennent aussi à leur compte comme stéréotypes. Donc, le personnage, il dit un stéréotype, se réfère au sens commun, en général. L'écrivain qui fait parler ces personnages selon des stéréotypes se prend lui comme un écrivain, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a une distance, qui prend nécessairement une distance par rapport au sens commun. Et donc il y a un conflit de légitimité, c'est-à-dire que celui qui parle avec des stéréotypes n'est pas celui qui fait dire des stéréotypes aux autres, ni, même s'il ne s'agit pas de littérature, mais par exemple d'une discussion simplement, celui qui découvre des stéréotypes chez les autres se pense lui-même hors du champ de la stéréotypie, mais il la déclare chez les autres. De telle sorte que le stéréotype ne peut exister. Je dirais que s'il y a un conflit de légitimité, et donc s'il y a, et ça je pense que c'est le point fondamental, si on est dans une situation dans laquelle il y a comme une fracture dans le sens commun, c'est-à-dire tout le monde n'est pas d'accord sur ce que c'est que le sens commun. Et ça, c'est, je crois, le point, c'est-à-dire il y a une coupure à un moment donné qui se rencontre manifestement dans le discours politique, par exemple. Dans le discours politique, une dispute politique, comme on peut en voir à la radio, par exemple, ou à la télévision, une dispute politique, ce sont des gens qui prennent l'adversaire comme quelqu'un qui n'arrête pas de dire des stéréotypes, n'est-ce pas? Et ce qui fait qu'une dispute politique, c'est souvent un conflit de stéréotypes, un conflit entre des stéréotypes pour s'approprier le sens commun. Il s'agit de s'approprier le sens commun. Donc, conflit de légitimité, nécessité de s'approprier le sens commun, ou plus exactement, soit de se l'approprier dans le discours politique, soit de s'en distancer lorsque la chose ne tourne pas à la dispute, mais tout simplement, eh bien, on juge quelqu'un comme, disons, des stéréotypes, étant donc, par exemple, le bourgeois dans la littérature du 19e siècle, et l'écrivain qui, lui, donc, se détache de la banalité du sens commun par définition. Alors, on peut penser que finalement, un mode de pensée, comme sont les stéréotypes, sont un principe de cohésion d'une forme plus ou moins stable. Les institutions sont précisément ceux qui stabilisent un mode de pensée. Alors,
c'est évident que les institutions sont stabilisatrices du sens commun, c'est-à-dire elles ont en ce sens une valeur cognitive et pas simplement normative. Hein. Si les institutions sont acceptées, c'est que d'une certaine façon, elles vont de soi. Même si on ne les connaît pas, enfin, nul n'est censé ignorer la loi, mais pour autant, il y a une sorte de réserve générale quant à la transgression possible. Donc, une ouverture cognitive à laquelle se rattache le stéréotype parce que, justement, en tant qu'il est, au fond, la marque d'une institution et la légitimité qui va avec cette institution, eh bien, il est, au fond, une réserve du sens commun généralement admis. Alors, si une institution donc, est de l'ordre d'une convention, il ne suffit pas cependant qu'une règle soit établie, il faut donc que quelque chose, pour qu'elle soit respectée. C'est donc la question de la légitimité. Alors, Mary Douglas s'est beaucoup penchée sur cette question de la légitimité également, dans le cas des institutions, parce que la question qui se pose, c'est que les institutions, comme le sens commun, comme la légitimité, finissent toujours par se fracturer. Et donc, nous sommes toujours plus ou moins dans une situation où il faut retrouver la stabilité de l'institution. Encore une fois, nous sommes toujours plus ou moins dans une situation où il y a en quelque sorte un déficit de pensée collective. Alors, je lis Mary Douglas. Nous supposons que la plupart des institutions établies sont à même, face à une contestation, d'appuyer leurs prétentions à la légitimité sur leur adéquation à la nature de l'univers. Une convention est institutionnalisée à la question de savoir pourquoi on agit ainsi, et même si la première réponse est formulée en termes de convenance mutuelle, il est possible de répondre in fine au mouvement des planètes dans le ciel ou au comportement naturel des plantes, des animaux ou des hommes. Donc vous voyez que partant du stéréotype, on arrive forcément d'étage en étage en quelque sorte. Depuis le sens commun jusqu'au cours des planètes, eh bien, ça désigne bien en quelque sorte un ordre à l'intérieur du discours, un ordre très particulier. Mary Douglas ajoute que le principe qui règle finalement la légitimité d'une institution, c'est l'analogie. Ce qui revient à dire que le fondement de la légitimité peut être construite comme une structure sémantique ou au sens d'une structure symbolique, par exemple au sens où le disait Cassirer. Il doit y avoir, je cite toujours Mary Douglas, il doit y avoir une analogie qui fonde la structure formelle d'un ensemble de relations sociales essentielles par référence avec le monde naturel ou supranaturel, l'éternité ou n'importe quel champ qui ne soit déterminé socialement. Dès que cette relation d'analogie est étendue à d'autres ensembles de relations sociales et par effet en retour à l'ordre naturel lui-même, sa récurrence formelle lui permet d'être aisément reconnue et de tirer sa vérité d'elle-même. Donc, à la suite de Mary Douglas, j'ajoute donc cette note, si vous voulez, que, en quelque sorte, le stéréotype dans le discours a en quelque sorte cette fonction. D'ailleurs, il faut remarquer que les exemples que j'ai donnés, le stéréotype est souvent, pour cette raison même, figuratif.
Les chats font pas les chiens font pas des chats, des choses comme ça. Alors, donc, je retire de ça que d'abord, c'est le transfert par analogie est auto-vérifiant parce qu'il est réversible. C'est-à-dire que la vision du monde, qu'on peut trouver une certaine confrontation, on peut trouver on peut dire en ce sens que les stéréotypes se produisent lorsqu'il y a un conflit d'images, comme par exemple, on trouve un conflit d'images entre, par exemple, chez Flaubert, Clément Bovary et son mari. Il y a un conflit entre deux stéréotypes mis en scène par le narrateur. Le transfert est donc formel et par là même auto-vérifiant parce qu'il est réversible. La vision du monde peut trouver une certaine compréhension par rapport, par analogie avec une institution. C'est-à-dire qu'il est bien difficile, il est bien facile souvent d'expliquer une institution par le cours des planètes, mais aussi le cours des planètes par une institution au sens où, d'une certaine façon, par exemple, les planètes ont un centre, et puis la monarchie a un centre, etc. etc. Donc, il y a ce passage, et ce qui vient des planètes et qui se rencontre dans la structure politique produit aussi une foule de stéréotypes pour la même raison. Alors, je sais très bien quelle heure j'en suis. Oui. Alors, donc, d'une certaine façon, je dirais, cette scène du stéréotype est d'une certaine façon un peu comme une des propriétés de la prestidigitation, c'est-à-dire que le prestidigitateur fait un tour et il est absolument essentiel que, au fond, personne ne voit, mais surtout que on puisse, que personne ne voit, mais surtout que ceux qui ne voient pas soient vus ne pas voir. Et il est essentiel que celui qui prononce un stéréotype soit jugé comme celui qui ne sait pas qu'il fait un stéréotype. Hein. Donc il y a toujours ce jeu, je tiens. Alors, bon, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des stéréotypes du psychiatrique qui jouent entre, bien sûr, le normal et le pathologique. Donc, j'ai pris un ensemble de choses, mais je vais n'instruire personne ici. Mais j'ai pris un livre qui a été écrit par un dénommé Triboulet. Je ne sais pas si vous le connaissez. Qui? Oui, il est connu, j'en sais rien. Et qui t'a dit, pardon? Triboulet. Triboulet. Un petit peu, je me dis quelque chose. Triboulet, il est mort, j'ai vu qu'il était mort. Mais il est mort, alors donc. J'ai dit tout à l'heure que je l'avais trouvé très intéressant parce que j'ai acheté ce livre sur les stéréotypes, enfin, sur la sémiologie psychiatrique. Donc, il fait un inventaire sémiologique. Donc, c'est les stéréotypes gestuels, par exemple, les tics, les automatismes. Si je dis ça, c'est parce que c'est pas simplement quelque chose d'à côté par rapport aux stéréotypes littéraires. Hein. Euh, il y a une figure formelle, là encore, qui est la même. C'est-à-dire, celui qui a des automatismes simples, comme par exemple se frotter la main, se gratter le nez, etc. Ou par exemple celui qui a des stéréotypes motrices comme le mouvement de la tête, des bras, etc.
au fond, verbal, bon, il y a un rapprochement structural entre la banalité, disons, en littérature et les troubles psychiques en psychiatrie. Dans le premier cas, le stéréotype pêche par excès de normalité, en quelque sorte, par excès de normalité, pardon. Et dans le second, par excès d'anormalité. Mais dans les deux cas, le stéréotype a donc la forme d'un excès. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut ajouter à la liste des choses par lesquelles je viens de définir. C'est une figure de l'excès, c'est-à-dire c'est trop banal ou c'est trop singulier. Donc, alors maintenant, je vais petit à petit rentrer dans la logique de René Thom, qui est quelque chose qui essaye au fond, à mon sens, de théoriser ce que j'ai appelé plus haut la fracture au sein du sens commun. Et le stéréotype naissant de cette fracture. Alors, du point de vue simplement logique, on pourrait dire, René Thom part de l'idée qu'au fond, le conflit principal dans les sciences, et dans les sciences humaines en particulier, c'est le conflit entre l'unité et la diversité. Alors, sans quoi le niveau de frappé ne l'offre pas, parce que bien sûr, c'est quelque chose qui avait été repéré par à peu près tous les philosophes depuis les présocratiques jusqu'à nos jours. Mais il le traite d'une certaine façon. Mais on voit bien que le stéréotype, dans ce cas, se présente assez bien comme une sorte de conflit de ce genre, parce que, en effet, c'est quelque chose, bon, j'ai beaucoup insisté là-dessus, qui a une fonction d'unité, mais en même temps qui ne peut se comprendre que dans le contexte d'une très grande diversité. Il rentre dans un discours, mais dans lequel il représente le sens commun et donc la diversité des choses qu'on dit normalement. Ce qu'on dit. Hein. Donc, ça pose une question sur la stabilité d'un discours qui est à la fois unitaire, parce que l'unité est présupposée par la répétition, et le fait de répéter, bien sûr, crée de la multiplicité, et en plus de créer de la multiplicité, il crée d'une très grande diversité, en quelque sorte, si tant est qu'on sépare ces deux notions. Il crée de la diversité parce qu'il récupère, en quelque sorte, la diversité discursive, en quelque sens. Alors, encore une fois, je pense que je n'aurai pas le temps sinon. Enfin, j'avais prévu quelque chose sur les stéréotypes dans la vision de Dieu, mais ça une autre fois. Merci, Jean. J'oserais dire. Hein? Vas-y. Oui, oui, on le veut. Prévu 2 heures, non, mais dis quelques mots frappants. Combien il me reste de temps? Puisse être. J'ai déjà parlé de demi-heure, non, au moins. Oui. 8 minutes, tu dois parler, un peu plus. Non, un peu plus, mais bon, c'est pas grave. Dieu mérite un détour. Oui, alors quelque chose de très court sur quelque chose de très court sur l'image de Dieu. Bien sûr, il y a le stéréotype banal, c'est-à-dire que le fait que Dieu soit toujours représenté avec sa barbe blanche, etc. Maintenant, cette barbe blanche qui pourrait paraître pour
une sorte de stéréotype. Mais ce qu'il faut comprendre, et ça donne au stéréotype quelque chose de plus intéressant, c'est que ça repose sur des points de vue doctrinaux qui ne sont pas du tout banals. Alors, le point de vue doctrinal sur lequel je voudrais insister, c'est que la représentation de la Trinité, parlons de la Trinité, la représentation de la Trinité est extrêmement différente selon que l'on a affaire à des peintures qui sont faites dans le contexte de la doctrine romaine et ceux qui sont faits de la culture orthodoxe. C'est très, très intéressant comme différence. C'est-à-dire, ce qui se répète dans la culture romaine, c'est que le Christ est toujours le représentant central. C'est-à-dire, on a le Christ, et puis d'un côté, le Père et le Fils. Le Père et le Saint-Esprit, excusez-moi. Au contraire, donc, je cite un exemple, je pense que tout le monde connaît, c'est la Trinité de Masaccio. Et donc, on a un Christ et le Saint-Esprit et le Père en position relativement secondaire. C'est donc le Christ qui représente. Et le Père est plutôt vieux dans ces cas-là. Donc, au contraire, dans l'orthodoxie, les personnages sont en général très jeunes. Et le centre est donné par le Père et non pas par le Fils. C'est-à-dire que c'est une théologie du Père. L'exemple qui est le plus frappant, c'est évidemment la Trinité de Roublev, où précisément le Père est au milieu et en quelque sorte enveloppé. Alors, c'est évidemment pas des stéréotypes, puisque ce que je viens de citer, ce sont des grandes œuvres, mais elles sont aussi des stéréotypes dans la mesure où elles se reproduisent, par exemple dans les petites images cultuelles, etc. Elles se reproduisent et ce qui fait que le dogme fait en sorte que, par un chemin justement qui n'est pas trivial, c'est-à-dire que ça commence par une grande chose, pas du tout par une platitude, eh bien, quelque chose va se répéter. Et ce quelque chose qui va répéter va devenir, dans les œuvres courantes, disons, plutôt des stéréotypes. Alors, bon, encore une fois, ça permet d'illustrer mon propos général, c'est-à-dire à savoir qu'il y a quelque chose qui commence, qui est très important, et qui peu à peu est amené à justement à se diviser entre, au fond, un conflit entre deux légitimités, entre deux doctrines, etc. Bon. Pour ceux qui connaissent un peu ces choses, il faut savoir que ce conflit entre la représentation principale du Père et la représentation du Fils, eh bien, c'est un conflit toujours actuel, depuis toujours. C'est la question du filioque qui est très importante dans le conflit entre la tradition romaine et la tradition orthodoxe. Alors maintenant, je reviens sur Terre. Alors, maintenant, le problème, je vais citer maintenant, puis je reviendrai un peu en arrière si j'ai le temps. Je vais citer maintenant l'article de René Thom qui s'appelle Thème de Holton. Holton, c'est un épistémologue, et aporie fondatrice. La question porte sur ce que Thom appelle les apories fondatrices. Chaque discipline a les siennes,
Mais quant aux sciences humaines, Tom peut écrire. Dans les sciences molles, donc les sciences humaines, au contraire, sciences humaines, sciences de la vie, la biologie est donc une science molle pour lui, le principe d'unité est immédiatement donné. Unité évidente de la vie, unité évidente de la conscience. Et le problème est de rendre compte d'une diversité phénoménale qui reste inexplicable en raison d'une générativité théorique déficiente. Non. Il y a une unité de principe. Il y a une unité de principe, comme par exemple la vie. Qu'est-ce que la vie? Et puis, il y a une diversité inévitable de l'approche, d'abord parce qu'il y a plusieurs genres de vie, et ensuite parce que chaque organisme est fait d'une multitude de choses dont on ne voit pas forcément l'unité en tant que vie. Et donc, il y a un problème entre, en quelque sorte, le un et le multiple. D'ailleurs, Tom ne dit pas le multiple, il dit la diversité. Donc, le conflit, ou le clivage, c'est la différence entre, et pourtant, ce qui sépare l'unité, donc l'exigence, dit-il, de diversité. Dans le cas des stéréotypes, nous avons vu clairement que soit évidente l'unité, donc nécessaire au fait qu'on puisse le reconnaître comme tel au milieu d'un flux discursif, et l'exigence de multiplicité qui est liée, qui est non moins liée à la non moins évidente répétition. Il s'agit donc d'un énoncé unique qui se disperse dans une multitude d'occurrences. Il est important de noter que l'unité peut changer de sens dans la répétition et donc dans la multiplicité des interprétations. Alors pour Tom, la plupart des grandes oppositions thématiques peuvent être donc subsumées sous l'opposition qu'il écrit UD. Non, mais tu peux passer le titre. Voilà. Unité et diversité. Et il nous dit, dans tous ces cas, donc, le seul espoir d'arriver à l'explication, un engendrement du divers à partir d'un principe unique, est de faire appel à un processus d'émanation, de procession, comme l'ont bien vu les néoplatoniciens. Donc, il faut que le multiple procède. Ah, c'est un vocabulaire platonicien, bien sûr, procède de l'un. Et selon lui, mais là c'est pareil, je n'ai pas vraiment le temps de faire, mais enfin, il thématise ce problème dans beaucoup de choses, dans des conflits par exemple, entre le holisme et le réductionnisme, entre les modèles mathématiques, les modèles mécaniques. Ce qui m'intéresse ici, c'est que cette structure, mettons X et Y, hein, et avec A au milieu, on peut donc lire X dans Y, où X se projette dans Y, comme par exemple l'unité dans la diversité. Et une des formules les plus courantes où quelque chose se projette dans autre chose, c'est la prédication, par exemple. Ou c'est aussi une opération méréologique qui s'ajoute. Bon. Alors, on peut avoir aussi, je pense que c'est ce qui est au tableau, l'unité qui se projette dans l'unité. L'unité dans l'unité. Qu'est-ce que c'est que l'unité dans l'unité? Ben, c'est par exemple la sphère de Parménide. C'est une sphère, c'est un qui est un. Mais on peut avoir aussi une unité qui se projette dans la diversité. Qui capture la diversité, c'est ce qu'on peut appeler une synthèse.
on peut avoir aussi une diversité dans l'unité. C'est une analyse, un désordre en quelque sorte. Ou la diversité dans la diversité, ce qui nous donne le chaos. Alors qu'on voit que uniquement cette petite opération à deux termes, plus un terme médian, plus une opération donc, entre les deux termes, on voit que, au fond, on peut avoir une forme d'ordre si on considère que le stéréotype, c'est une unité qui vient s'inclure dans une diversité. C'est-à-dire, c'est comment dire la diversité du sens commun avec un terme. Hein. Donc, le stéréotype impose une certaine forme d'ordre. Mais paradoxalement, la répétition qu'il définit aussi crée de la diversité dans l'unité et donc il crée du désordre. Hein. Et donc, le stéréotype est à la fois une source d'ordre et une source de désordre. Il est une source d'ordre pour celui qui le prononce et une source de désordre pour celui qui le considère comme un stéréotype. Donc, il y a un conflit de légitimité qui est aussi un conflit entre l'ordre et le désordre. C'est-à-dire que celui qui juge, on peut jouer avec ces diades. Alors, c'est celui-là. Voilà. Donc, ce que vous voyez au tableau, ce sont des propositions de René Thom, toujours. On a d'un côté l'unité qualitative, celle qui est donnée par l'unité dans la qualité, qui va dans la diversité de l'espace. Et donc, c'est l'unité qualitative dans le divers spatial. Mais on peut avoir aussi, c'est l'autre formule, je ne vais pas les adonner, l'unité spatiale dans le divers qualitatif. Donc, un espace qualifié et une qualité spatialisée. Mais on peut avoir aussi la diversité spatiale dans l'unité qualitative, comme on peut avoir la diversité qualitative dans l'unité spatiale. On peut maintenant prendre le terme. Dans le cas qui nous intéresse, dans le cas du stéréotype, qu'est-ce qui a une fonction, de l'unité? Cette fonction d'unité, je l'ai dit, c'est l'unité, c'est au fond l'unité du signifiant, mais je vais laisser ça là-dessus. Je vais faire remarquer que ce paradoxe que je déploie un tout petit peu, c'est aussi celui de la sémiotique d'une façon générale. La sémiotique, au fond, est fondée sur une sorte d'aporie, en quelque sorte, parce que la sémiotique, au moins la sémiotique structurale, est basée sur un principe qui est celui de la diversité, justement. C'est-à-dire le principe de la différence saussurienne. Il n'y a que de la diversité, il n'y a que de la séparation. Et donc, il n'y a pas de signes, pour en parler. Mais comment peut-il y avoir des signes? Comment peut-il y avoir des signes? Parce que il faut bien que l'on puisse montrer quelque chose, même si on est structuraliste. Il faut donc bien qu'il y ait des unités signes. Voilà la question. Et donc, l'aporie, c'est comment montrer quelque chose si notre sémantique
Et notre plan d'exposition sont allergiques en quelque sorte à l'unité signe. Pourquoi ça peut dire par exemple que le signe est un obstacle pour faire de la sémiotique. Bon. C'était paradoxe, mais paradoxe de vrai. Alors, on retrouve ici le même problème que celui de l'unité et de la diversité. C'est relativement, je vais le résoudre comme j'ai résolu le problème du stéréotype d'une façon imagée. Je pense que c'est toujours la meilleure façon de trouver, non pas une solution, mais de trouver une compréhension. Si on imagine que une sémiotique est faite de choses aimantées, c'est un champ magnétique, tout ça va bien, champ magnétique. On peut se dire que il y a des petites limailles de fer comme ça qui sont réparties un peu au hasard parce que c'est le règne de la différence. Mais le règne de la différence n'empêche pas que les pôles des petits aimants puissent s'accoler ou au contraire se repousser. Donc si on prend les signifiants et les signifiés comme les côtés les pôles d'un aimant, eh bien, on voit bien que si les signifiants, les deux pôles signifiants d'un aimant forcément se repousser, les deux pôles signifiés vont aussi se repousser. Bon, si on met un pôle signifiant ensemble, ils vont s'attirer, à faire un signe. Ce qui fait que même dans une sémiotique structurale, on peut avoir des moments où il se crée des signes. C'est une solution que je propose. Elle est j'espère, amusante, c'est tout. Voilà, alors, on peut naturellement développer ce point, mais je crois que je vais m'arrêter là maintenant pour laisser de la place aux autres. Ce que peut-être j'aurais ajouté si plus de temps, c'est que d'une certaine façon, et c'est le même problème pour les stéréotypes, qui est une unité signe en même temps qu'une diversité. C'est le même problème, donc le paradoxe inhérent à la sémiotique. Une question qu'au fond, on ne se pose pas, vraiment, qu'on ne se pose pas souvent et qui pourtant me paraît fondamentale, c'est que on fait comme si l'univers sémiotique était en réalité poupée du monde ontologiquement défini. Ça a été des questions de querelle entre les sémioticiens réalistes et les sémioticiens idéalistes. Mais ce que peut-être on ne voit pas, c'est que certes, il y a un domaine ontologique, mais il n'est pas nécessaire que ce domaine ontologique soit compris nécessairement comme ce de quoi l'on parle, c'est-à-dire la référence du discours. Mais il peut être tout simplement, et je vous en ai donné une illustration par ma façon de raisonner, il peut être simplement le domaine ontologique, ce par quoi l'on parle. Parce qu'après tout, les signifiants, d'où viennent-ils? Ils viennent tous, sans exception, du monde ontologique. Il faut la voix humaine, il faut un corps, il faut
il faut évidemment de la peinture, il faut des choses comme ça, il faut de la... C'est-à-dire tous les signifiants que l'on utilise sont structurés à partir de l'ontologie que l'on suppose, qui on l'espèce d'ailleurs est quand même nécessairement l'ontologie de la perception. Donc ce jeu de l'ontologique et du sémantique et à mon sens, doit être compris comme ça, c'est-à-dire doit être compris comme comment faisons-nous pour faire du sens avec ce que nous rencontrons comme réel, que nous pensons comme réel. Voilà, peut-être je vais m'arrêter là-dessus. Merci Jean-François, merci beaucoup. Et, moi, j'aurais plusieurs questions à te poser ou commentaires. Bon, ça, c'est tout à faire. Mais je commence par la question que tu posais au début sur la prégnance comme condition première que puisse apparaître. C'était très beau parce qu'à un moment donné, toi, tu as dit une phrase qui pourrait constituer un stéréotype. Elle pourrait devenir un stéréotype. Tu as dit le stéréotype est le destin de l'innovation. Alors, ça fait une formule. Oui, voilà. Donc, est-ce que c'est le caractère du, je ne sais pas, déontique, formulaire, sentencieux, la première condition pour que c'est un stéréotype. Et puis, là, je viens à partir de là au dernier problème que tu as posé. La question de la sémétique comme aporie, parce qu'au fond, elle parle d'un type d'ontologie qu'elle reste inexpliqué ou inexplicable. Mais au fond, on peut se demander si ce n'est pas la condition de toute discipline. C'est-à-dire qu'une discipline par une sorte même de toute hypothèse scientifique, il dit supposons que. Et à partir de là, se construit toute forcément l'aporie initiale. Voilà, il y a toujours, dans toutes les disciplines, pas que dans la génétique, dans toutes les disciplines, même à l'intérieur d'une discipline, de toute formulation hypothétique scientifique. Et donc, elle se construit toujours comme une sorte de pré-stéréotype, déjà à partir de là. Voilà, c'est ça l'autre question. Et puis, quand il parlait, je m'arrête après avec ça. Non, je ne m'arrête pas avec ça. Mais la question de l'analogie, c'est-à-dire que c'est extrêmement curieux, c'est-à-dire qu'elle part de le type d'analogie dont il parlait, qui montre que le stéréotype est très figuratif. Et ce qui est curieux, que du figuratif, il devient une sorte de formule générale. Ça, c'est très... Pourquoi c'est que c'est le problème, je me demande si ce n'est pas le problème typique de l'exemplar. L'exemplar qui devient justement le plus figuratif, peut devenir justement le plus général. Et avec une dernière question, où je m'arrête rapidement là, quand tu as parlé des conflits d'interprétation. Et donc, on accuse toujours l'autre de produire des stéréotypes. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a aussi des stéréotypes revendiqués ou non? C'est-à-dire, justement, dans les politiques, non, cette sorte de revendication du sens commun, oui, une véritable revendication n'est pas toujours, ou peut-être, je ne dis pas qu'il n'y a pas de conflit là, parce qu'il y en a, mais on peut le revendiquer, le stéréotype. Voilà. Oui, sur la dernière question, on peut revendiquer le stéréotype, oui, bien sûr, on peut le jouer. Et c'est d'ailleurs l'écrivain qui fait dire des stéréotypes à ses personnages, qui jouent les stéréotypes, puis il y a des stéréotypes. Alors, oui, ça peut être théâtralisé, ça peut être porté à la fiction, etc. C'est sûr. Mais justement, on peut même les assumer complètement. Non? On peut les assumer, oui, absolument. Mais en général, même... enfin, quand on dit un stéréotype passif, en général, il y a une sorte de double fond. C'est-à-dire que si je dis un stéréotype,
Toujours un Mais en peu même temps, je sais que c'est ça. toujours un peu deuxième degré. Oui, c'est ça, c'est toujours le deuxième degré, mais en même temps, je sais que c'est un stéréotype. Bon, sur la question de l'analogie, euh, l'analogie, c'est à la fois, bon, c'est à la fois une procédure que Marie Douglas a utilisée parce qu'il y a au fond une évidente analogie entre le monde tel que nous pensons qu'il est et puis devrait être en tout cas, et le monde politique ou le monde passionnel, etc. Il y a toujours des analogies de ce fait d'ailleurs que bon, cette correspondance est fondamentale parce que c'est là-dessus que se construit justement. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on peut comprendre certaines phrases qui paraîtraient bizarres sur le entendu, qui légitiment, etc. Bon, j'ai pris l'exemple de le cours des planètes qui légitime la monarchie. Il y a une équation, etc. Mais plus fondamentalement, je pense que l'analogie euh, est une façon figurative, souvent, d'expliquer un problème, pas de le résoudre, mais de l'expliquer. Il est souvent plus facile de répondre, de raisonner sur un problème s'il est construit selon une analogie que, euh, que comme tel. Par exemple, si je dis qu'est-ce qu'un stéréotype, qu'est-ce que la vie d'un stéréotype, bon, euh, c'est difficile de répondre comme ça sèchement. Mais si je me dis, bon, au fond, ça procède un peu comme je l'ai dit, comme le cours d'une rivière. Alors, ça fait ce que Peirce dit pour les diagrammes, c'est-à-dire euh, ça permet de faire des hypothèses, ça permet d'avancer, etc. Donc, si je me donne l'image de ce type, je dis, ah oui, mais il peut y avoir un obstacle, et puis ça peut tourner en rond, etc. Et à chaque fois, sur ces figures, je trouve des équivalents dans la stéréotypie. Donc, et puis, il y a ça aussi dans la mer, donc dans la langue de bois, etc. Donc, l'analogie avec un monde iconique, disons, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel, encore une fois, pas à la résolution des problèmes, mais ça permet quand même d'abord de les comprendre et de faire des hypothèses qu'on n'aurait sans doute pas faites si on n'avait pas eu cette analogie. Voilà. Donc, à mon avis, l'analogie a une fonction épistémique très importante. Alors, si je me souviens bien, René Top disait sous sa plume que toutes les analogies sont vraies. Je pense d'une certaine façon, il avait raison. Et en fait, c'est quand même difficile à soutenir. Mais en tout cas, elles sont efficaces, souvent. Merci. Voilà pour l'analogie. Maria Giulia, une question d'autres personnes? Bon, Peut-être il y aura quelqu'un en ligne, Enzo. Gilles. Enzo Gisela. Si, je veux bien. Jean-François, moi, je voulais te féliciter d'avoir parlé de cet enchâssement de voix énonciative pour les stéréotypes, parce que je pense que, d'après d'après mes souvenirs, personne ne l'avait fait au séminaire encore. Et donc, de montrer comment on enchasse, justement, comment on dédouble le regard sur les stéréotypes et sur la personne qui les prononce. C'est quelque chose de nouveau ici, ce problème de débrayage interne qu'on n'avait pas encore vu. Et ma question est aussi un peu une critique. Moi, j'en ai qu'une seule question. C'est que je pense qu'il faudrait distinguer entre une stéréotypisation d'un discours
comment dire, d'un discours politique ou d'un discours commun dans nos interactions de tous les jours, de la stéréotypisation des objets artistiques. Je ne parle pas forcément des icônes, toi parlais de Roublev, je ne parle pas forcément de la peinture religieuse très codée, mais je parle de manière plus générale de l'œuvre d'art en tant qu'original et en tant qu'unicité. Alors, je ne pense pas qu'on puisse faire traiter, comme tu l'as fait, je trouve, de manière homogène, la stéréotypisation dans le discours quotidien et, par exemple, la stéréotypisation de la Mona Lisa, par exemple, ou de certaines œuvres d'art qui subissent, à mon avis, dans leur reproduction, remake, que ce soit fait par des grands auteurs, par exemple Warhol qui reprend la Mona Lisa, ou que ce soit fait par la publicité, par exemple, pensons à Louis Vuitton et à tous ceux qui ont médiatisé les grands auteurs, qui ont déformé les grands auteurs, la gadgetisation de manière plus générale. Donc, il y a des sources différentes de discours, c'est le discours de l'unicité, c'est le discours de l'ordinariété, et il ne faut pas trouver des chemins différents pour traiter deux stéréotypisations qui, à mon avis, sont très différentes. Oui. Parce que pourquoi je te pose cette question? Par exemple, parce que, disons la vérité, on travaille souvent sur le fait que la stéréotypisation, le stéréotype, c'est quelque chose d'invisible. Non? C'est quelque chose d'invisibilisé, non? Évidemment, non? Stéréotype. Mais nous, si on travaille sur des stéréotypisations d'œuvres d'art, bon, ça nous frappe, non? C'est tout le contraire que l'invisibilisation. D'une certaine manière, on voit davantage, avec plus d'attention, un stéréotype que l'original. Hein? Donc là, il y a, je pense, une inversion à faire ou un approfondissement à faire. Oui. Ce qui me semble, c'est que d'abord, il y a un original qui, bien sûr, lui-même n'est pas un stéréotype. Et puis, il est pris, cet original, dans le cas des peintures qui représentent la Trinité, par exemple, il est fixé dogmatiquement. Mais ce n'est pas un bon exemple, justement, parce que là, il n'y a presque pas d'original, tu vois. Mais si, enfin, il n'y a pas d'original. Oui, mais ce sont des séries, je veux dire. Non, justement, je te dis, excluons toute la question des icônes, etc., etc. Parce que là, c'est une sérialité. Les auteurs le disent, hein, je suis en train de copier. Donc, mais je n'ai pas dit que c'était des stéréotypes à ce moment-là. Bon, en tout cas, non, parce que le stéréotype a aussi presque inévitablement des connotations négatives. Donc, on peut copier quelque chose sans que ça soit noté négativement. C'est pas bon. Maintenant, alors, en dehors des peintures religieuses, on retrouve, enfin bon, on retrouve quand même les mêmes choses, par exemple la transgression, par exemple le Christ jaune, bon, tout ça. Enfin, donc je quitte ce chemin, mais dans l'histoire de l'image, il y a quand même des choses qui sont des découvertes à un moment donné et qui s'épuisent et qui perdent pas tout un tas d'étapes, y compris les étapes ludiques, etc., pour, in fine, devenir des stéréotypes, mais ils deviennent des stéréotypes uniquement si quelqu'un les éprouve comme des stéréotypes, c'est-à-dire les jeunes peintres, par exemple, en ont assez de faire des belles perspectives dans leurs tableaux, et ils font désormais des tableaux qui ne respectent plus la perspective, qui la transgressent. Mais à ce moment-là, quelqu'un qui, à la même époque, fait des perspectives académiques, c'est un peintre académique, c'est tout. Et ce qui veut dire, au fond, stéréotypé. C'est ça mon idée.
Donc, encore une fois, pour qu'il y ait un stéréotype, il faut qu'il y ait un moment décisif où quelqu'un décide que ça, c'est un stéréotype. Sinon, rien n'est stéréotype en soi. Hein. Donc, un texte n'est pas un stéréotype, peut l'être. En fait. Rien. Donc, c'est un rapport, c'est un rapport intersubjectif, mais c'est aussi, je pense, plus un rapport social. Il y a quelque chose de sociologique dans le stéréotype. Puisque, bon, c'est un peu dans le bon sujet quand même, mais enfin bon, c'était donc, par exemple, la stéréotypie est souvent une affaire de classe sociale, bon, juste comme stéréotype des façons de parler de classe inférieure ou classe supérieure, enfin, etc. Donc voilà. Merci, Jean-François. Merci beaucoup. Donc, on a une question d'abord en ligne, non? C'est ça? Oui, oui. Denso. Oui, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Merci beaucoup pour Oui. cette Oui. voilà, présentation. J'ai des questions, mais c'est des questions très générales. La première concerne la question de l'unité. La question de cette De l'unité. de l'unité. L'unité. Oui, je me demande si du coup, à quel point il s'agit d'une unité, étant donné que le stéréotype prévoit des répétitions et des variations, et surtout la question de la taille, parce que vous avez distingué à un certain moment des situations qui peuvent être stéréotypées, bien sûr des discours, peut-être même des personnes peuvent être des stéréotypes, je ne sais pas. Du coup, ça c'est ma première question très générale. La deuxième concerne un peu, disons, un point de vue rhétorique, parce que vous avez évoqué des fractures institutionnelles liées à des prises de parole, liées au fait qu'on reconnaît les stéréotypes chez l'autre, mais la personne qui parle ne se rend pas compte, disons comme ça. Alors je me demande si on adopte un regard rhétorique, euh, on peut parler aussi des stéréotypes qui ne sont pas négatifs. Par exemple, dans les raisonnements rhétoriques, dans l'enti même, il y a des prémices qui pourraient être considérées des stéréotypes parce que puis on veut dire autre chose. Par exemple, les enfants sont fragiles et alors il faut les protéger, par exemple. Ils sont fragiles, il faut les protéger. Et voilà, et du coup, je me demande si un autre caractère qui pourrait définir dans certains cas les stéréotypes n'est pas la position du stéréotype dans les discours. C'est-à-dire que si le stéréotype est la prémisse de quelque chose d'autre, il ne s'agit pas d'un stéréotype d'une certaine manière. Tandis que s'il s'agit d'une affirmation, peut-être qu'il s'agit d'un stéréotype. Bref, c'est une série de, voilà, de questions que je me suis posées sur la base de votre intervention. Je ne sais pas si c'est clair. Donc là, si j'ai bien entendu, parce que il s'agit donc de l'unité du stéréotype, mais c'est vrai que Oui, je peux que redire d'une certaine façon. C'est-à-dire, il y a beaucoup de paramètres qui sont nécessaires pour que quelque chose soit vraiment jugé comme un stéréotype. Par exemple, l'exemple que tu as donné il faut bien s'occuper des enfants. Il faut dire que d'une certaine façon, les proverbes aussi sont toujours des stéréotypes. Hein, ils peuvent devenir des stéréotypes facilement, etc. Donc, leur statut. Bon, prenons ton exemple. Euh, cette phrase, selon la personne qui la prononce et selon celui qui la juge, celle qui la juge, on peut avoir des statuts extrêmement différents. Celui qui dit ça, il faut bien s'occuper des enfants, ça peut être sérieux. Bien s'en occuper. Au moment là, c'est pas stéréotypé. Mais si c'est quelqu'un qui dit bon, il faut bien s'occuper des enfants avec un ton d'ironie, bon, ça peut mais si c'est quelqu'un qui dit oh, tu l'as déjà dit, on le sait qu'il faut s'occuper des enfants, là ça devient stéréotypé, etc. Donc je pense que c'est quand même un jeu entre
c'est une scène compliquée dans laquelle, selon les acteurs et selon la définition de la scène, selon le scénario, donc, selon le scénario, la qualité. C'est pour ça que j'hésite à dire que le stéréotype est une figure de rhétorique, parce que les figures de rhétorique, bon, si vous faites une métaphore, son interprétation peut être variée quand même, mais on l'aperçoit toujours comme une métaphore. Tandis que même si c'est une métaphore plaisante, une métaphore ironique, une métaphore, etc., elle peut avoir des qualités très variées, mais elle reste une métaphore. Tandis qu'un stéréotype est défini. Il n'est pas défini en soi, il est défini par le jeu de la situation. Et donc, en ce sens, on a quelque chose de tout à fait différent. C'est quelque chose qui ne se définit pas comme dans une liste de figures ou dans une liste grammaticale. C'est un phénomène vraiment totalement, on pourrait dire, discursif, si on veut. Ça n'a pas de... On ne peut pas faire une liste des stéréotypes. Par exemple, j'ai lu des livres, celui de, comment ça s'appelle Rutamushi, non? Pardon? Rutamushi? Oui, c'est ça, c'est son livre. Bon, elle prend essentiellement des exemples littéraires. Et elle a fait un nouveau livre dans lequel il y a stéréotypes, mais je vais pas acheter le deuxième. Bon. Mais bon, c'est des exemples littéraires où il est évident que le jeu entre l'écrivain et ses personnages est créateur de stéréotypes et un problème. C'est un problème. Sauf que il faut quand même mettre la situation du siècle. D'ailleurs, pour que le bourgeois agisse d'une façon stéréotype, il faut. Bon, c'est pas la même stéréotype que le bourgeois de Flaubert, c'est pas les mêmes que ceux du XVIIe siècle, etc. Voilà. Bon, Merci Si beaucoup. on a beaucoup de questions, donc on vous demande d'être Très rapide. très rapide dans les questions et dans les réponses. Donc, Gilles, Une question de clarification. Si j'ai bien compris ton point de départ, du stéréotype et de l'usure d'un stéréotype, l'énonciation est faible et la convention est forte. À ce moment-là, le sujet qui s'exprime peut parler contre la convention et ce message s'écoute assez bien. Après, c'est parti sur les questions de l'usure. Je vais regarder cette image-là parce que dans le numérique, on a ce problème-là. Il y a une énonciation singulière forte ou faible, mais tu as toutes les conventions du réseau qui t'adressent à n'importe qui, à personne, donc à la cantonade. Première fois de la convention. Deuxième séquence, quand tu es dans l'IA, elle t'a profilé selon tes questions, elle te renvoie aussi des conventions de profilage. Donc, en tant qu'individu singulier, tu dois ramer, donc tu as toujours la même caractéristique. Énonciation faible, convention forte. En contre-exemple, si je prends une relation ouverte, si on est dans une communication, tu changes de partenaire. Tu vas avoir un autre partenaire que tu connais un peu mieux, qui va travailler des choses un peu plus créatives. Donc, pour imaginer ça, je dirais, c'est le syndrome de Bouvard et Cuchet. On se renvoie des stéréotypes. oui. Ça fait une convention de boulevard. Là, ce boulevard est tendu par le numérique, Sunset Boulevard, etc. Mais cette inégalité d'énonciation permet après de s'en sortir en disant on n'est pas obligé d'accepter cette faiblesse d'énonciation, usure d'énonciation dans des conventions fortes. On va choisir d'autres situations, des conventions plus ouvertes, plus porteuses de messages, d'expressions, ou de colère, etc. Ça enrichit ton message, mais Si j'ai très bien compris, mais oui, vous c'est pour ça. Le dictionnaire du livre aussi. Pardon? Oui, je dis oui, Bouvard et Cuchet, c'est fait pour mettre en scène des stéréotypes.
le dictionnaire des idées reçues aussi, etc. L'IA, je ne sais pas si on peut dire que l'IA fait des stéréotypes, ça me paraît étrange. Encore une fois, pour qu'il y ait ce stéréotype, il faut un conflit de légitimité. Alors, est-ce que nos enfants ont conflit de légitimité avec l'IA? C'est du mal à dire que moi, ma réponse, je ne sais pas s'il y a fait de ce type de rapport. Je laisse aux spécialistes de l'IA. On a une question en ligne encore, après on revient ici. Flavia? Oui, et merci beaucoup pour votre intervention, très intéressante. J'espère que vous m'entendez. Je ne sais pas. Ok, j'ai trois petites questions. Je vais lire parce que pour être plus bref. Donc, la première concerne la conception du stéréotype comme une dynamique et non comme une unité propre. Vous avez dit comme une dynamique et pas comme une unité propre. Et je me demande si l'invisibilisation de quoi parlait déjà Madame Dondero et d'un stéréotype peut faire partie de cette dynamique et en quelle manière. Et cela peut être lié à une des deux conditions de son existence que vous avez citées, à savoir le fait que celui qui l'énonce n'a pas conscience du stéréotype. La deuxième qui l'énonce n'a pas conscience du stéréotype. Celui qui le fait. Qui l'énonce. Oui, oui. Oui, donc c'est l'invisibilisation est quelque chose lié à ça. Okay. La deuxième concerne l'exemple des inversions et transgressions du stéréotype à travers les exemples de Foucault et de Collat que vous avez cités. Et je me demande ici quel pouvait être le rôle de l'idéologie entre le fait de démasquer, je ne sais pas, les stéréotypes et celui de les consolider. Donc, si vous pouvez dire quelque chose sur ça. Et la dernière concerne l'institution et quel est le rôle de l'institution dans les IA génératives. Vous avez déjà dit que ce n'est pas votre topic préféré, mais je me demandais donc comment nous pouvons concevoir l'institution dans ce modèle et parce que c'est très pertinent par rapport à l'essence commune. Donc, l'institution est le dataset, de quelque façon distribué dans le dataset, la base de données, pardon, ou c'est l'alignement, le fine-tuning, peut être une institution. Voilà, je m'arrête. Le rôle de l'idéologie, le rôle de l'institution, en deux mots. Alors, oui. Le dynamisme, oui. le rôle de l'idéologie et l'institution distribuée dans les datasets. Oui, mais on peut même dire que, d'une certaine façon, enfin, c'est ce que j'ai dit, en tout cas, qu'un stéréotype est déjà une institution, ça devient un stéréotype, parce que ça prend le statut d'une institution. Et l'institution n'est elle-même légitime que parce que il y a un certain nombre d'analogies qui la rendent légitime. Et donc, le conflit de légitimité dont j'ai parlé, c'est au fond un conflit à l'intérieur des institutions ou entre deux institutions, mais de toute manière, l'aspect institutionnel est absolument essentiel, évidemment. C'est central. Et même si ce n'est pas quelque chose qui est totalement explicite, il n'y a pas besoin d'expliciter les institutions. Elles sont faites pour ça, justement, pour pas qu'il y ait de nécessité de les dire. Hein, c'est le principe de ce qui doit aller de soi. Hein, l'évidence. Voilà. L'évidence. Sur l'idéologie, tu veux dire le nom? Hein? Sur le rôle de l'idéologie? Je ne sais pas, hein? L'idéologie, c'est un problème. Oui, si vous voulez, mais Il y a le stéréotype. oui,
l'idéologie est un problème important, mais je n'en ai pas. C'est un problème qu'il faut arriver à situer. Donc, encore une fois, on peut, à partir du moment où on a dit qu'il y a un conflit à l'intérieur du sens commun, ce conflit produit des idéologies. C'est bon, c'est ça. Je pense que c'est là qu'il faut le situer, en tout cas. Ce sont les idéologies qui produisent les stéréotypes. Merci, Flavia. Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre. Jean-Pierre. J'ai demandé la parole. Bon. Je ne sais pas, oui. Oui, non. Oui, bon, c'est rien. Quand même une question que j'ai déjà posée sans obtenir de réponse dans d'autres séminaires. Oui. La différence qu'il y a entre stéréotype et prototype, d'une part, mais ça, c'est encore facile. Mais est-ce que le stéréotype est nécessairement un objet typique? C'est un objet Typique. Est-ce qu'il y a des stéréotypes qui peuvent renvoyer à des objets atypiques? Alors, il faut évidemment définir ce qu'on entend par typique précisément. On peut le faire, mais... Typique, c'est ce qui a l'essence qui caractérise le jeu. Ça veut dire, oui. Ça peut perdre des propriétés de l'intention. Intention avec un S. Pourquoi il n'y aurait pas de stéréotype atypique? Non, mais je pose la question. Pour moi, il y a des stéréotypes atypiques. En tout cas, ça ne va pas contre. Non, c'est ça. Donc, autrement dit, le stéréotype est indépendant du typique et c'est ce que je voulais. Oui, absolument. Une question de Denis, à distance. Denis, tu nous entends? Oui. Oui. On ne t'entend pas, on ne te voit pas. Attends. Vous m'entendez? Ah, voilà. Oui, merci Jean-François. Ma question porterait sur un terme que tu n'as pas employé, me semble-t-il, c'est celui d'aspectualisation. C'est-à-dire que l'aspectualisation, c'est-à-dire que le mouvement du devenir stéréotype est un mouvement de type aspectuel, finalement, de littérativité qui fait que le sens s'accomplit sous forme de stéréotype en se dissipant dans le collectif d'énonciation, disons, dans un impersonnel de l'énonciation par le fait de la répétition. Et alors le paradoxe, c'est qu'à la fois le sens s'accomplit dans le stéréotype, il se consolide, et en même temps, il s'inaccomplit, il se vide, il se dissipe. Donc c'est ce phénomène, moi ce paradoxe me paraît intéressant, et par rapport à la question de la typification, moi j'aurais tendance à dire que le stéréotype a vocation à typifier d'une certaine manière. Vocation à typifier. Par exemple, si je prends parmi les idées reçues, les stéréotypes de Flaubert, quand il débauche, il définit ça, et le stéréotype, c'est cause de toutes les maladies des célibataires. Vous m'entendez? Oui. C'est juste ma question. On ne t'a pas entendu, Denis, bien. Je prends un exemple chez Flaubert. On entend très mal, Denis. Oui, qu'est-ce que je peux faire? Alors, ça va faire écho. Ah oui, il y a de l'écho. Désolé. Non, mais c'est la faute ici en salle, hein. C'est nous qui on fait des... Moi, je vous entends bien. On dit rien. Je suis content pour toi. Oui, c'est ça. Désolé, hein. Ça répond à la question de l'aspectualité. De l'aspectualité. Oui.
Oui, ce que j'avais écrit, c'est que, mais je ne l'ai pas dit, mais ce que j'avais écrit, c'est que le stéréotype n'est pas véritablement dépendant d'une catégorie grammaticale, c'est-à-dire que tous les éléments, par exemple, du parcours génératif sont susceptibles d'être stéréotypés. Et donc, l'aspectualité, oui, en un sens, mais tu veux dire, mais oui. Je veux dire, oui, c'est-à-dire, à partir du moment où il y a une dynamique, bon, oui, il y a un commencement, une durée, etc. Et ça, je l'ai dit, j'ai pas employé le mot aspectualité, mais j'ai dit qu'il bon, y a une origine, il y a un développement, avec tout un tas de péripéties éventuelles, etc. La seule chose que j'ai dit, c'est que ça n'est pas pour autant le récit. Donc, c'est une forme de déploiement autonome, parce que, contrairement au récit, il y a toujours un processus d'homéostasie, ça revient toujours au début. Tandis que le stéréotype, non, le stéréotype, ça meurt, mais bon, évidemment, ça peut renaître. Bon, ouais. Enfin, pour ce qui est de l'aspectualité, à vrai dire, je ne comprends pas très bien parce que ça me paraît certain qu'il y a l'aspectualité. Mais... On a encore deux questions, Lafner et Marion. Rapidement. Oui, merci de ton exposé. Je voulais faire une remarque par rapport à ton analogie à la fin avec le champ magnétique, parce que ça m'a fait repenser aux dernière intervention de Pierluigi Basso, qui parlait des champs d'attraction dans l'espace latent, pour revenir à la question de l'intelligence artificielle. Et alors, du coup, ça permet peut-être d'imaginer un peu ce qu'on pourrait situer comme différence entre la question, la stéréotypie dont tu as parlé, et la question de la stéréotypie du point de vue de l'intelligence artificielle, dans la mesure où, justement, ce que tu soulignais, c'est qu'il manque, c'est le paradoxe de la sémiotique, il manque la question de l'expérience, en particulier de la perception. Et si on conçoit, par exemple, comme James, que la perception, c'est une perception des jonctions, et pas seulement des objets, et si on considère que le stéréotype, ce qui est stéréotypé finalement, ce qui est rigidifié dans le stéréotype, c'est la jonction elle-même, le connecteur, enfin, à ce moment-là, ça pourrait permettre de faire justement la distinction entre ces deux dimensions, celle qui existe ici et celle qui existe dans l'intelligence artificielle, à savoir, ce qui manque, c'est l'expérience. Ce qui manque, c'est la perception. Et ce qui fait que, du coup, on est dans un champ qui répète et qui favorise une stéréotypie qui est comment dire, appauvrissante, quoi. Je voulais dire. Je suis d'accord, oui. Marion, je me suis permise de rappeler. Oui, merci. Merci beaucoup, Jean-François. Je serai extrêmement brève. Juste une petite remarque. Tu as dit que la personne qui produit des stéréotypes peut ne pas en être consciente. Je voulais juste ajouter qu'elle peut également choisir de produire des stéréotypes, par exemple, quand elle utilise la formule un truc machin, par exemple, j'ai mis le machinal à la base du stéréotype la dernière fois, quand la personne se projette par exemple dans des rôles, et là encore on peut penser par exemple au jeu de marionnettes qui a été discuté par Margaret Parker ici même, hein, donc dans des rôles impersonnels, dans des rôles collectifs, voilà. Donc la personne se cache, elle ne prend pas en charge, mais elle choisit consciemment d'utiliser un stéréotype. Oui, oui. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. On peut choisir de dire un stéréotype. Okay. Sage Jean-François. Voilà. Avec cette parole claire, on arrête. On arrête. Merci beaucoup.